On va y aller tout de suite avec notre première conférencière. Donc, vous le savez, les enjeux socio-économiques et écologiques des dernières années forcent une remise en question du régime forestier au Québec. De gouvernance publique, doit-on évoluer vers autre chose? C'est la question qui est posée pour alimenter notre réflexion. Et pour ce faire, on a invité notre doyenne, Mme Nancy Gélinas, à faire une conférence sur le sujet. Je vais relire ce qu'elle a fait, mais on l'a entendu hier. Je vous rappelle que Mme Gélinas a reçu le prix Henri-Gustave Joly de Lotbinière hier. Bravo, Nancy, encore. Donc, Mme Gélinas est professeure-chercheur en économie forestière, formée entièrement à l'Université Laval, mais possédant des diplômes de 3 facultés. Elle est détentrice d'un doctorat en sciences forestières avec spécialisation en économie politique. Arrivée à titre de professeure à l'Université Laval en 2004, elle avait d'abord commencé sa carrière à l'Université de Moncton, au campus d'Edmundston en 1997. Avant sa nomination à titre de doyenne, elle a été vice-doyenne aux études durant 4 ans. Les aspects socio-économiques et de gouvernance occupent une place importante dans ces projets de recherche où la participation des acteurs dans un contexte multiressources domine. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Mme Nancy Gélinas. Merci beaucoup, François-Hugues. Ceux et celles qui n'étaient pas là hier soir au banquet, vous avez manqué un bijou de présentation quand François-Hugues a fait un hommage à son président sortant, à François Laliberté. C'est vraiment exceptionnel. J'en ai pleuré de rire, surtout, mais un petit peu d'émotion aussi. Fait que félicitations, François-Hugues, pour cet hommage. Alors, donc, François m'a demandé de venir parler de gouvernance. Ça te tente-tu? On va présenter un peu ce qui se fait à travers le monde. Bon, c'est un peu gros comme commande, mais j'ai accepté de relever le défi pour une raison en particulier, c'est que ça me permettait de revenir aux sources. En 2001, j'ai complété ma thèse de doctorat dont le sujet principal était la gestion partenariale. Donc, c'était pour moi une façon de revoir la gouvernance du territoire forestier à l'époque. Déjà 2001, ça remonte. Alors, je parlais de gestion partenariale et j'avais pris les projets de Forêt habitée comme étant des exemples de gestion partenariale. Et là, j'étudiais leur potentiel, finalement, de réussite. La gestion partenariale, ça permet d'assurer une représentativité, une responsabilisation des acteurs. Hier, on l'a entendu, ce mot-là. Imputabilité, responsabilisation, de se sentir vraiment des vraies parties prenantes dans la gestion du territoire. Donc, pour moi, c'est un beau retour aux sources et c'est avec donc joie que j'ai accepté, mais à une condition, que je ne sois pas la seule à travailler, à préparer cette présentation. Alors, oui, mon bagage, économie forestière, je me suis attaquée aux questions de gouvernance à travers les années. Mais j'ai demandé, en fait, on a constitué une petite équipe composée, entre autres, de Anne Bernard. Donc, Anne, pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, c'est notre nouvelle professeure en politique et législation. Elle succède, on va dire, à Luc Boutillier dans ses travaux, mais elle va faire sa propre marque avec ses propres couleurs. Donc, Anne a terminé une thèse de doctorat qui portait, entre autres, sur la gouvernance forestière. On s'intéressait à la place, entre autres, des tables locales de gestion des ressources, des tables intégrées de gestion des ressources territoires et à la multifonctionnalité. Excusez. Alors, merci, Anne, d'avoir accepté. Et François, évidemment, François Laliberté, pas comme président de l'Ordre, François comme étudiant qui a obtenu son doctorat récemment, dont la thèse portait sur l'intégration, l'alignement des objectifs dans la planification forestière au Québec. Et aussi comme, évidemment, président de l'Ordre, mais surtout pour son bagage académique. Alors voilà, je pars la présentation. On pourrait commencer en parlant du contexte forestier actuel. J'ai ajouté le mot « complexité désarmante ». Je pense que je n'ai pas besoin d'en dire très long. Vous le savez de quoi je veux parler. Mais ce contexte forestier qui est particulier et qui est très, très complexe n'est pas uniquement actuel. On remonte à 15 ans, à 30 ans passés,
on avait le même portrait. Quand je relisais mes notes de l'époque, c'était la même complexité, la même diversité de ressources, d'acteurs qu'on y retrouve. Donc, on pourrait décomposer le contexte en trois. La complexité des écosystèmes forestiers. Encore là, vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour le savoir de quoi je parle. Du nord au sud, d'est en ouest, des écosystèmes forestiers très diversifiés au Québec. On a cette particularité, mais qui amène évidemment une complexité. Ensuite, quand on ajoute la biodiversité, la faune, etc., c'est vraiment... Et en plus, des changements de climat qui vont imposer des changements au niveau de ces écosystèmes-là, et on doit s'ajuster à travers tout ça. Donc, complexité des écosystèmes, complexité des enjeux. Là aussi, vous les vivez au quotidien, l'harmonisation des usages, etc. On peut parler d'enjeux sociaux. Les entreprises qui ont des emplois, qui offrent des emplois, des gens dans les régions, mais aussi au niveau des valeurs sociales. Les valeurs évoluent dans le temps. Évoluent parfois rapidement, parfois plus lentement. Et cette dynamique-là des valeurs sociales en évolution constante amène des enjeux vraiment importants. On pourrait parler des enjeux environnementaux. Bon, le plus évident, c'est le caribou récemment, mais on parle de protection de la biodiversité, de réseaux d'aires protégés, à caractère autochtone ou non. Il y a vraiment une multitude d'enjeux. Et aussi des enjeux au niveau économique, évidemment. Donc, on veut gérer une ressource forestière, aller tirer le maximum de la valeur de cette ressource-là. Comment on le fait en respect de quelles contraintes et pour offrir le plus grand, la richesse au plus grand nombre. Donc, une complexité vraiment désarmante, mais aussi au niveau des usages, au niveau des acteurs. Ça a été dit hier. Plusieurs personnes se sont exprimées en ce sens. On a des divergences d'opinion, mais on est capable de se parler. Mais chacun a sa propre lentille pour évaluer, par exemple, qu'est-ce que l'efficacité, qu'est-ce que l'efficience, quels sont les rendements qu'on recherche. Donc, une complexité de ce côté-là aussi importante, peut-être encore plus au Québec qu'ailleurs. Donc, une fois qu'on a établi ce portrait-là, très, très général, parce que, comme je vous ai dit, je suis certaine que vous le savez tout autant que moi, on peut se poser la question, est-ce que cette complexité-là, elle découle d'une question de gouvernance? Est-ce qu'elle peut être adressée en revoyant la gouvernance forestière au Québec? Mais qu'est-ce que la gouvernance? Vous le savez, là, la gouvernance, ce n'est pas le gouvernement. La gouvernance, c'est une façon de voir les choses. C'est de développer une vision, une direction vers où on s'en va. Ça peut être une gouvernance à l'échelle d'une province, mais ça peut aussi être une gouvernance à l'échelle d'une institution, d'une entreprise, qui se définit une planification stratégique, une vision vers où on s'en va. On va parler beaucoup de bonne gouvernance. Qu'est-ce que ça veut dire, une bonne gouvernance? On va parler, vous en avez discuté beaucoup hier dans les interventions, transparence, accès à l'information, objectivité. On a plein de caractéristiques qu'on pourrait qu'on pourrait lister pour dire, bien, si on est capable de respecter ces caractéristiques-là, on peut se déclarer comme faisant une bonne gouvernance. Mais en effet, on s'enfarge dans les termes. Donc, ce que je vous propose, c'est de s'entendre sur trois concepts particuliers que parfois on va justement interrelier ou on s'enfarge un peu dans les définitions. Donc, gouvernance, comme je vous ai dit, c'est une vision d'ensemble. C'est des processus pour atteindre des objectifs. Au niveau du gouvernement, on va parler des politiques forestières, la stratégie nationale pour l'aménagement forestier durable. On va parler de réglementation qui viennent un peu donner un cadre de fonctionnement pour les utilisateurs du territoire. Il va y avoir les institutions, le gouvernement, les ministères. Donc, c'est un grand chapeau. Hein? On dresse un peu les limites de notre carré de sable. Mais une fois qu'on rentre dans ce carré-là, on va gérer la ressource ou les ressources. Donc, la gestion forestière, qui va souvent être déléguée, transmise une responsabilité à un autre organisme que le gouvernement lui-même, bien, c'est toutes les activités pratiques.
On va planifier, on va aller chercher l'information, collecter l'information sur les inventaires forestiers, etc., pour bien connaître notre écosystème, son potentiel d'offrir, de fournir des ressources, qui sont nos utilisateurs, de quoi ont-ils besoin. On met tout ça ensemble et on planifie nos activités. On va aller faire de l'aménagement, de la récolte, de la transformation. Donc, ce sont vraiment des activités plus pratico-pratiques de gestion. Et ça va être soit des propriétaires, dans le cas de propriété privée, ça peut être des entreprises, ça peut être des communautés locales, autochtones, non autochtones. Donc, il y a une multitude de possibilités du côté de la gestion. Il y a le terme tenure forestière qui revient souvent aussi. La tenure, ça réfère à la propriété, le fait de posséder. La tenure privée est assez simple, mais la tenure publique ou la tenure communautaire, là, ça devient comme un mix de différentes caractéristiques et je vais y revenir dans quelques minutes. Donc, la tenure, on l'associe au droit d'utiliser, de gérer, de récolter les ressources, les droits qu'on nous a transmis. Donc, c'est un peu différent des deux autres. Quand on regarde le Québec, bon, il se compare un peu à d'autres provinces canadiennes. Dans la plupart des provinces canadiennes, sauf l'île du Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, qui a propriété privée, même le Nouveau-Brunswick, 50% de propriété privée. Donc, le Québec, c'est à peu près 89-90% de propriété publique. Le reste, la propriété privée. Ce qui fait que le gouvernement est responsable, est propriétaire de ce territoire-là, est responsable de l'aménager, d'exploiter les ressources pour aller chercher l'optimum social. Ça veut dire qu'on veut répondre au bien-être de notre population en allant chercher le maximum de valeur associée à ce territoire-là pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre. C'est tout un mandat. D'une part, parce qu'on a dit tantôt, la société a des opinions diverses, des besoins divers. Donc, c'est vraiment un mandat important parce qu'on le dit, là, la propriété privée, c'est la propriété de chacun et chacune d'entre nous. Donc, ça, c'est notre optimum social. Pour aller exploiter, récolter, gérer le territoire, on va faire affaire à des entreprises, à des institutions. Donc là, je vais parler de l'optimum des entreprises. On est à une autre échelle. Les entreprises, bon, je sais, hier, il y a quelqu'un qui a dit, c'est pas vrai qu'on ait une vision de court terme. Permettez-moi d'expliquer ce que j'entends par vision de court terme pour l'entreprise. On ne se cachera pas, l'entreprise, son objectif, c'est de faire des profits. C'est sa définition. Si elle n'en fait pas, elle n'existe pas, elle ne survit pas. Donc, c'est de faire des profits. Souvent, ces profits-là vont être analysés sur une perspective de court terme parce qu'on veut avoir un retour sur notre investissement, ce qui est tout à fait logique. Mais évidemment, hier, ça a été dit par les représentants des industriels, ils ont quand même des objectifs sociaux, environnementaux. Sociaux parce qu'ils sont impliqués dans leur communauté, ils veulent créer des emplois qui vont se perdurer à long terme. Ils aménagent un territoire, ils aimeraient pouvoir bénéficier des avantages de cet aménagement-là dans le futur. Ça, c'est parfait, je ne l'enlève pas. Mais quand on regarde vraiment l'entreprise de par sa définition, faire des profits, vision de court terme, et principalement axé sur l'aménagement et la récolte de la matière ligneuse. Donc, ça nous crée un écart entre notre optimum social qui englobe toutes les ressources d'un territoire et la partie ressources ligneuses de l'optimum des entreprises. Donc, le gouvernement, quand il choisit d'aménager le territoire forestier public, bien, il doit trouver une façon de rapprocher le plus possible cet optimum des entreprises avec l'optimum social qu'il doit, selon tout bon propriétaire, essayer d'atteindre. Donc, moi, ce que je dis, c'est que c'est surtout une question de droit de propriété. C'est quoi le droit de propriété? C'est la liberté ou le permis de jouissance des avantages d'un patrimoine ou d'un bien. Et le détenteur de ce titre étant tenu d'assumer les coûts qui découlent de ces avantages. Donc, si moi, je suis propriétaire d'une maison, bien, je l'entretiens. Puis le jour où je la vends, bien, c'est moi qui récolte le restant, le bénéfice net de ma propriété. Quand on est en propriété publique, on est à une autre échelle. Si on transmet ce droit de propriété-là à une entreprise pour venir aménager,
bien, il a le droit de profiter des revenus qui vont sortir de cet aménagement-là. Mais je vais y revenir tantôt, voir dans quelle mesure il y a un cadre qui s'établit autour de ce droit de propriété. Donc, excusez, j'ai perdu le contrôle. Donc, droit de propriété. On est en forêt publique, donc propriété publique, donc le droit de propriété est dévolu au gouvernement. Le gouvernement, c'est l'État qui est propriétaire, qui a les droits de propriété sur le territoire public. Mais on sait que dans la vraie vie, il n'y a pas, là, on peut se questionner au Québec, finalement, le propriétaire aménage pas mal son territoire. Donc, c'est notre modèle. Mais normalement, le gouvernement va transmettre des droits de propriété à une autre entité. Ça peut être une entreprise, ça peut être des regroupements, une communauté. On le voit avec les TPI, par exemple. Donc, il va transférer ses droits de propriété à une autre entité. C'est dans ce transfert-là, l'outil de transfert qu'on connaît, c'est la tenure forestière. Donc, dans ce transfert avec le terme tenure forestière, on va définir, entre autres, les objectifs d'aménagement forestier durable. Donc, le gouvernement, en transférant la responsabilité de gestion à une autre entité, va obliger une atteinte d'aménagement forestier durable, va essayer de mettre en place un environnement gestionnel, donc permettre à l'entreprise de fonctionner dans un certain environnement pour être capable de poursuivre ses propres objectifs privés, mais aussi d'essayer d'atteindre les objectifs sociaux pour rapprocher mon optimum social avec l'optimum des entreprises. Donc, c'est quoi le droit de propriété? C'est quoi, dans l'histoire de la tenure? J'ai ressorti un vieux bouquin que j'avais utilisé à l'époque de ma thèse, donc qui s'intitule « Les tenures forestières au Canada », de travail pour l'analyse des politiques forestières. C'était Halley et Lockard, des économistes, des professeurs en économie forestière en Alberta. Donc, si ça vous intéresse de le lire, il n'existe pas sur Internet, mais si vous mettez la main dessus, c'est vraiment intéressant, c'est toujours pertinent. Donc, dans ce livre, on décrivait bien les caractéristiques d'une tenure. Fait que je vais passer à travers chacune des caractéristiques en question pour vous donner un peu une idée de à quoi ça ressemble quand je transfère un droit de propriété. Bien, quand je définis le carré de sable, bien, je définis aussi le jeu que l'entreprise, ou en tout cas le nouveau détenteur de droit peut faire avec son seau de sable. Je vais lâcher mon exemple de sable. Donc, champ d'application. Ça, c'est la première des choses. On va déterminer c'est quoi le champ d'application du droit de propriété. Par exemple, bien, toi, ton champ d'application, ça va être la ressource ligneuse. Quelqu'un d'autre, son champ d'application pourrait être l'exploitation des mines. Quelqu'un d'autre, son champ d'application pourrait être la gestion de la faune ou du récréotourisme. Donc, le gouvernement peut faire le choix de séparer ces champs-là pour les donner à des experts. Donc, chacun est expert dans son domaine. L'ingénieur en mine est expert dans la gestion des mines, donc il peut faire un travail extraordinaire. L'ingénieur forestier peut faire un job extraordinaire dans l'aménagement de la forêt, mais moi, je sais que la forêt, c'est hyper large. On va y revenir tantôt. Et d'autres personnes ont chacun leur expertise. Mais en fonctionnant comme ça, des fois, on ne se parle pas. C'est ce qu'on constate au gouvernement. Il y a la forêt, la faune, l'environnement, ça se brasse, ça revient. Mais il y a des silos. Puis hier, j'ai bien aimé les étages dans les silos. Ça voit toute la complexité. Ou il y a possibilité aussi de superposer. Je vais donner l'exemple, parce que j'ai une table ici de Forêt Montmorency, de faculté en avant de moi. À la Forêt Montmorency, vous savez, on a la forêt A, la forêt B. La forêt B, on a cet exemple-là où les champs d'application sont séparés. Donc, la faculté a la responsabilité de gérer la matière ligneuse sur la forêt B et tout le volet faunique, récréotouristique est dévolu à la CEPAC. N'est-ce pas, mon directeur? Donc, il y a la séparation des champs d'application. Alors que dans la forêt A, on a toute la superposition. Nous sommes les responsables de tous les éléments
qu'on retrouve dans la forêt. Et je pense qu'on fait un travail extraordinaire, n'est-ce pas? Ensuite, donc ça, c'est une première caractéristique. L'autre caractéristique, c'est la durée. Et on a déjà connu des concessions à 99 ans. On a connu les CAF à 25 ans. Et là, je pense que là, si je vous poserais la question, vous diriez qu'il n'y a même pas de durée, c'est moins de 1 an, on ne sait pas trop. Dans certains endroits, on l'a mentionné hier en Ontario, c'est 10 ans, des plans d'aménagement sur 10 ans. Donc, la durée est importante. La durée est importante, entre autres, pour l'investissement que vous allez faire. Je me rappelle, quelques années, on avait fait une analyse, c'était dans le Bas-Saint-Laurent, on était à l'époque des CAF, et le ministère régional avait décidé de revoir le découpage des CAF dans le Bas-Saint-Laurent. Et là, il y a des entreprises, puis avec raison, qui étaient très fâchées parce qu'ils disaient, moi, ça fait des années, ça fait 10 ans, 15 ans, 25 ans, je ne me rappelle pas, qu'on investit sur ce territoire-là, ce petit lot-là forestier, puis là, vous allez me l'enlever, puis vous allez le donner à quelqu'un d'autre qui va venir le récolter. Cette durée-là permet pour les entreprises de faire des investissements puis de penser pouvoir récolter, revenir sur ces mêmes territoires-là pour profiter des investissements. Transférabilité. Vous savez, le gouvernement limite la possibilité de transférer des droits de propriété. Par exemple, si une usine ferme ou est vendue, le permis, en tout cas la location du volume, n'est pas transférable. Il faut passer par le gouvernement pour avoir accès. Par exemple, en forêt privée, il peut y avoir la même chose aussi. On peut vendre sa propriété, mais si jamais il y a une servitude de conservation sur le territoire, on est obligé de transférer avec. Il y a une responsabilité qui s'est transférée. Aussi, au niveau de la transférabilité, des fois, on va le limiter sur même les bois qui sont récoltés. On va empêcher, par exemple, je me rappelle au Nouveau-Brunswick, c'était le cas, une entreprise ne pouvait pas vendre des grumes non transformées dans d'autres juridictions. Donc, on vient vraiment limiter de ce côté-là. Une autre caractéristique importante, c'est le droit du détenteur à des avantages économiques. Donc, une entreprise qui reçoit un droit de propriété pour gérer un territoire, il s'attend à en tirer des avantages. S'il n'y a plus d'avantages, il n'y a plus de droit de propriété, il n'y a rien à détenir. Donc, dans les avantages, c'est-à-dire de bénéficier des revenus associés à l'aménagement et l'exploitation du territoire. Et là, le gouvernement vient contraindre un peu, il vient imposer des taxes, il vient imposer des paiements de redevances, il vient définir des contraintes d'aménagement, ce qui fait que ça augmente les coûts liés à l'aménagement, à la gestion, et donc réduire le bénéfice net. Puis là, à un moment donné, on peut se questionner sur l'intérêt de posséder ce droit de propriété-là ou pas. Exclusivité. Donc, on peut imposer une exclusivité d'accès au territoire ou à la ressource. Ça peut être très ouvert. Dans le cas normalement, des parcs, il n'y a pas d'exclusivité, tout le monde peut utiliser. Dans certains cas, on peut restreindre l'accès au territoire. Donc, limiter l'accès. Puis ça revient un peu à ce que je disais tantôt. Si j'ai l'exclusivité du territoire, puis je sais que je peux revenir dans 20 ans, probablement que je vais m'investir davantage que si je n'ai pas l'exclusivité du territoire en question. Restriction quant à l'utilisation des sites. Là, ça va être, par exemple, le droit à l'utilisation forestière versus conservation. Donc, c'est toute la question de zonage du territoire. D'ailleurs, je pense que Cynthia avait ramené la question de la triade. Donc, ça, c'est un exemple où on va définir un zonage spécifique au site forestier. Les contrôles opérationnels. C'est les plans qu'on vous exige, c'est les vérifications de qualité qu'on va faire pour s'assurer que vous respectez les engagements liés à votre droit de propriété. Et finalement, les types d'affectation de la ressource, là, c'est là. Donc, ressources phoniques versus ressources forestières. Donc, quand on prend toutes ces caractéristiques des teneurs, vous comprendrez qu'il y a une multitude de combinaisons possibles. Il n'y a pas une formule, il y a une multitude quand on brasse tout ça ensemble, puis on peut faire
1000 et une combinaisons. Donc, chaque fois qu'on décide d'établir un droit de propriété puis de le transférer, il peut venir avec plein de caractéristiques différentes. Donc, ce qui nous amène à nous questionner sur ce qui se fait ailleurs. Donc, on parle des expériences d'ici et d'ailleurs, ici étant au Canada et ailleurs dans le monde. Avant d'embarquer dans ce volet-là, je voulais juste mettre une précision. Ce n'est pas une étude ni exhaustive, ni scientifique. On est allé glaner de l'information. On ne se prétend pas des experts, des modèles qui existent ailleurs dans le monde. C'était vraiment juste pour aller voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui existe, puis nous inspirer, vous inspirer sur ce qu'on pourrait peut-être retenir comme possibilité pour le Québec. Donc, on est allé chercher... Excusez. Je vais pointer Alexis, peut-être ça va marcher. Pas plus. C'est pas utile, Alexis, aujourd'hui. Merci. Je vais me fier sur... OK, donc on est allé chercher des exemples. On est allé, par exemple, en Ontario, aux États-Unis. Principalement, on s'inspire de la Nouvelle-Angleterre. Dans le reste des États-Unis, on est allé voir en Scandinavie et en Nouvelle-Zélande. Donc, pour aller chercher notre information puis faciliter la comparaison, on s'est doté d'une série d'éléments. Par exemple, on va parler des parties prenantes, donc qui est impliqué dans la gestion, parler d'objectifs et de direction. Est-ce que il y a justement des objectifs spécifiques qui sont donnés, une direction à la gestion? Est-ce qu'on peut parler de création de valeur, d'imputabilité, d'engagement? Ça aussi, ça a ressorti beaucoup hier dans les discussions. Est-ce qu'il y a un système de suivi au niveau de la gestion du territoire des ressources? Est-ce que le territoire est accessible par d'autres que le gestionnaire lui-même? Quelle est l'échelle d'application? Et surtout, quel est le rôle de l'État dans tout ça? Donc, j'y vais avec les modèles scandinaves. On a retenu, entre autres, la Suède et la Finlande. Et un modèle quand même assez intéressant, c'est des modèles où on a créé une société d'État. Donc, on est dans la partie de forêt publique de ces pays. On a créé une société d'État. Donc, ce sont des administrateurs qui siègent sur la société. Ce n'est pas uniquement des forestiers. Hier aussi, ça a été nommé d'avoir plusieurs intervenants. On a des économistes, on a évidemment des forestiers, il peut y avoir des avocats, d'autres types d'administrateurs. Donc, on a vraiment composé de 5 à 9 administrateurs. Et souvent, dans ça, il va y avoir des représentants, donc les administrateurs qui vont être des représentants des employés de la société d'État en particulier. Donc, les objectifs de ces sociétés, c'est vraiment le bois, production de bois. Mais il peut y avoir aussi d'autres valeurs. Puis là, on le voit que ça commence de plus en plus. Là, nos lectures nous ont permis de voir qu'il y a une ouverture à intégrer la biodiversité, les éléments de conservation, de séquestration du carbone. Donc, il y a d'autres usages aussi qui peuvent s'ajuster. Mais création de valeur, c'est vraiment la rentabilité. Autofinancement de la société d'État, comme Hydro-Québec. Il faut que ça s'autofinance. Et oui, il y a des redevances qui sont versées à l'État. L'État va dire, cette année, vous devez me générer tant de millions de dollars. Et là, la société se revire et dit, bien, comment je peux arriver à exploiter, à gérer mon territoire en atteignant l'objectif que me donne l'État, tout en finançant mes propres activités. Imputabilité, il y a des rapports de gouvernance qui sont faits. Il y a des redditions de comptes publics. Vous pouvez aller sur les sites de ces sociétés d'État, il y a des rapports financiers aux 3 mois. Il y a des rapports de gouvernance annuels. Donc, toute la population de la Suède et de la Finlande peut aller voir l'information. Il y a une transparence, une ouverture, une disponibilité de l'information qui est assez impressionnante. Accessibilité du territoire, c'est principalement je disais tantôt, pour la production ligneuse, mais il peut y avoir des ententes. Donc, la société d'État peut signer des licences avec d'autres entreprises pour aller, par exemple, faire du récréotourisme, la chasse, la pêche, mais c'est vraiment très encadré sous la base d'entente. Et là, il y a une utilisation donc multiple du territoire qui peut se faire.
À l'échelle d'application, c'est sur toute la forêt publique dans ces pays. On va diviser souvent en sous-régions, donc une société d'État qui va être responsable d'un territoire en particulier. Et le rôle de l'État dans ce cas-ci, donc, où on a vraiment la gouvernance, c'est de définir des orientations, d'établir des politiques, aménagement forestier durable, par exemple, si on veut focusser sur séquestration du carbone. Donc, vraiment, notre chapeau gouvernance, il est détenu par l'État et on transfère la responsabilité à notre société d'État. Oui, c'est bon, c'est bon. Nouvelle-Zélande, partie prenante, c'est encore là tous ceux qui sont intéressés par le bois. Donc, ça peut être des localités, des municipalités, mais ça peut être des entreprises, ça peut être différents organismes qui sont intéressés par l'exploitation forestière et qui vont faire partie, vont se créer soit une société d'État, et la société d'État, après, peut donner la responsabilité à ces parties prenantes qui sont intéressées à faire de l'aménagement. Donc, l'objectif, c'est vraiment le bois. Retour sur l'investissement en termes de création de valeur. Donc, encore là, autofinancement, on veut des résultats. L'imputabilité, le fait que cette société-là est indépendante du ministère, ça lui assure cette imputabilité-là. On n'a pas vu beaucoup d'informations concernant la reddition de comptes et tout ça, mais on suppose qu'il doit y en avoir une. L'accessibilité au territoire, elle est très faible. Hein, c'est beaucoup axé, parce que la Nouvelle-Zélande, c'est la portion des forêts publiques qui existe encore, c'est pour l'aménagement intensif, c'est des plantations. Donc, l'accessibilité à d'autres usages est très, très faible. Et même, le gouvernement a établi une politique pour, tranquillement, pas vite, privatiser tout ce qui lui reste de forêts privées pour que ça devienne vraiment la production intensive de... Mais c'est 20 du territoire. Le 80 restant, c'est de la conservation. Donc, on voit ici notre histoire de type ou de zonage forestier. Donc, l'échelle d'application, c'est la majorité des forêts de l'État, mais c'est évidemment des territoires plus petits que nous. Et le rôle de l'État, dans ce cas-ci, c'est, encore une fois, des orientations, des grandes politiques. Et donc, on focus sur production de bois, retour sur l'investissement. Et dans ce cas-ci, la société d'État s'appelle la Crown Forestry. Ensuite, une autre catégorie qu'on voulait aborder, c'est les grands propriétaires, ce qu'on appelle les TIMO, hein, les Timber Investment Management Organization, qu'on retrouve aux États-Unis. Dans le nord-est des États-Unis, on fait beaucoup d'aménagements extensifs, un peu comme au Québec, alors que dans le sud, c'est plus d'aménagement intensif avec nos plantations de pins radiata. Donc, dans ce cas-ci, on est dans des contextes de forêts privées. Les propriétaires, ce sont des actionnaires, des grands actionnaires, des compagnies d'assurance, des fonds de retraite ou des grands propriétaires. Et eux vont mandater, donc des entreprises, ça peut être des firmes de consultants, mandater ces organismes-là pour s'occuper de la gestion, de l'aménagement, de la gestion du territoire. Donc, les objectifs, principalement le bois. On va quand même voir d'autres intérêts comme la conservation des autres usages. Dans ce cas-ci, il va y avoir un territoire qui va être dévolu à la conservation, puis on va dire, on va aménager ce territoire-là de façon plus intensive pour financer mon volet conservation. Donc, création de valeur, dans ce cas-ci, c'est rendement sur l'investissement. Vous comprendrez, c'est des actionnaires. Ils s'attendent à des retours sur leur investissement, des dividendes. Donc, c'est ça l'objectif de la création de valeur. Et l'imputabilité, c'est simple, c'est la reddition de comptes aux actionnaire. Si l'entreprise qui a reçu le mandat d'exploiter le territoire n'est pas capable de rencontrer ses objectifs, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va perdre son mandat. Donc, je ne sais pas si c'est des mandats de 5 ans, 10 ans, mais après, il n'y aura pas de renouvellement. Donc, il y a vraiment un engagement, une imputabilité importante de la part du responsable. Accessibilité, c'est variable selon les grands propriétaires. Dans certains cas, ça va être très ouvert à tout type d'utilisateurs, mais c'est clair, c'est de la forêt privée. Vous entrez sur un territoire de forêt privée. Dans d'autres cas, ça va être beaucoup plus restreint. Échelle d'application, c'est des grands territoires privés. Et le rôle de l'État, dans ce cas-ci, c'est de définir des règlements, des politiques à plusieurs échelles, à l'échelle nationale, à l'échelle de l'État, à l'échelle de la municipalité. Donc, c'est des règlements pour la protection, par exemple, de
de l'environnement, des cours d'eau, etc. Et finalement, le dernier modèle qu'on voulait vous présenter, c'est celui de l'Ontario. Donc, un petit peu un mix de tout ça. Donc, les parties prenantes, bien, il y a une équipe de planification. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nomme un forestier. Il y a un forestier qui a toute la responsabilité sur ses épaules, qui s'occupe de bout en bout de l'aménagement du territoire, de la planification, de l'exploitation, la récolte, à la transformation ou à la vente des produits. Il y a une personne de responsable, d'imputable, mais qui va créer autour de lui une équipe de planification, donc qui va l'aider, évidemment, dans la réalisation. Les objectifs ici, déterminés, entre autres, par le gouvernement, c'est l'aménagement durable. Mais chaque entité, chaque groupe va définir ses objectifs locaux, liés à ses propres caractéristiques. Création de valeur, c'est principalement orienté vers le bois, mais on voit aussi les autres éléments de conservation, biodiversité, cycle du carbone s'intégrer de plus en plus. Donc, l'imputabilité, je vous le disais, c'est un forestier qui est responsable, et la reddition de comptes se fait au gouvernement. Donc, il y a des rapports périodiques qui se font régulièrement. Ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est qu'il y a un auditeur externe qui vient auditer pas juste le groupe qui a fait l'aménagement, pas juste le forestier lui-même, mais le gouvernement aussi. Est-ce qu'on est conséquent dans nos décisions, dans nos politiques, nos règlements? Accessibilité du territoire, c'est très ouvert à tout type d'utilisateurs. L'aménagement se fait à l'échelle d'une unité. On pourrait comparer ça à nos propres unités. Et le rôle de l'État dans ce cas-ci, c'est d'établir, comme nous, les politiques, les lois, etc. Un autre élément intéressant au niveau de l'imputabilité, c'est que le gouvernement oblige à la création de comités locaux de citoyens. Un peu comme nos tables GIR. Donc, il y a une obligation, et là, le gestionnaire, le forestier, avec son équipe de planification, doit être en dialogue constant avec ce comité-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir pour le Québec de ces exemples-là? Est-ce qu'on peut s'en inspirer, prendre une mixité d'éléments? Je vais d'abord résumer les modèles, puis après, je pense que dans la discussion avec Alexandre, on va revenir sur ces modèles-là. Donc, on a, entre autres, en haut à gauche, la société d'État multiressources. Donc, ça, c'est notre modèle scandinave où, oui, elle a la primauté du bois, mais aussi les autres ressources. En dessous, on a la société d'État privatisation. Donc, ça, c'est notre modèle Nouvelle-Zélande, où, oui, il y a une société d'État, mais on peut aussi avoir d'autres types de gestionnaires, là, comme, par exemple, la communauté ou les entreprises. Au centre, c'est nous autres. C'est le modèle du Québec où c'est l'État qui est à la fois le propriétaire, mais aussi le détenteur des droits et qui va faire appel ensuite, avec des permis d'exploitation et tout ça, à des entreprises pour aller exploiter, transformer le bois. Et là, la société est liée avec les tables GIR. Ensuite, à droite, en haut à droite, on a le modèle délégation de gestion. Donc, ça, c'est le modèle ontarien, avec le forestier qui s'adjoint à une équipe de planification et qui est donc sous le chapeau, les politiques et règlements définis par le gouvernement. Il y a notre auditeur externe et il y a le rôle des comités locaux de citoyens. Et en bas, complètement à droite, notre modèle mandataire. Ça, c'est le modèle des TIMO ou des grands propriétaires. Donc, on a des actionnaires qui engagent ou qui mandatent, dans le fond, qui transfèrent la responsabilité de gestion à une firme de consultants, à un groupe qui a la responsabilité d'aménager puis de rendre des comptes en ramenant des dividendes aux actionnaires. Donc, je vous pitch ça sur une diapo. On va vous laisser réfléchir à ça, puis vous allez revenir là-dessus avec Alexandre par la suite. Donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir pour le Québec? D'abord, on peut aller chercher le meilleur de chacun des modèles. Puis, il n'y a pas un modèle parfait. Même pour le Québec, il n'y a pas un modèle. On le dit souvent, on commence avec ça, la complexité du contexte forestier. Mais ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs modèles. Hein. Dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean, vous êtes particulier.
à Mauricie, Bas-Saint-Laurent. Chacun a ses particularités, son contexte qui lui est propre. Donc, on peut penser à plusieurs modèles. On pourrait penser à intégrer graduellement, sinon rapidement, l'aménagement intensif, comme ça se fait dans certaines juridictions. Miser évidemment sur l'imputabilité, la reddition de comptes. Ça aussi, ça a été mentionné hier. Je pense que c'est important. Si on avait plus de la responsabilité, l'imputabilité, bien, on prendrait des meilleures décisions, puis on saurait qu'on aurait des comptes à rendre. Donc, on aurait des décisions qui porteraient à moyen et à long terme. Intégrer les échelles de planification. Au lieu d'y aller morceler, il faut intégrer davantage. Il faut que tout le système se parle. Cohérence dans les politiques, les stratégies. On a une stratégie de production nationale de bois. On a éventuellement, on va avoir une stratégie caribou. On a la stratégie pour les aires protégées. Est-ce que tout ça se parle? Est un tout cohérent? J'en doute un peu. Offrir une diversité de modèles et d'approches, donc, pour respecter la particularité de chacune des régions, de chacune des parties prenantes, mais essayer de favoriser l'innovation et l'engagement. Quand on entendait M. Simard dire, bien, nous, on en a des idées, puis on est engagé, puis on veut changer les choses, bien, il faut respecter ça, puis les encourager dans leur volonté. Donc, en conclusion, rapidement, il y a un grand défi qui nous attend. Je pense que vous êtes capables, nous sommes capables ensemble de le relever. L'idée, c'est de trouver une façon d'adapter les formes de gouvernance aux régions, au contexte économique. Penser à la bonne gouvernance, ça veut dire accompagner la planification par des objectifs. Hein, au lieu de travailler, on l'a dit aussi hier, là, avec une recette puis des normes à respecter, donnons-nous des objectifs, puis ensemble, avec votre intelligence, notre intelligence collective, on va être capable de trouver la façon d'atteindre ces objectifs-là, en sachant qu'on a des comptes à rendre par la suite. Et n'oubliez pas que la gouvernance, ça donne une structure, une orientation. Mais après ça, en dessous, on est capable de faire plein de choses pour atteindre ces objectifs-là. Alors voilà, je pense que j'ai été beaucoup plus longue que je voulais. Alors merci pour votre attention. Merci beaucoup, Nancy. Donc, on ouvre la période de questions. Vous avez des questions, je vous invite à aller au micro. Il y a 2 micros ici. Soyez pas gênés. Julie, tu me fais signe s'il y a des gens en ligne qui veulent... Oui. Alors, juste nommer... Oui, Maryse Leland. Merci, Nancy, c'était super intéressant. Puis je me demandais si ça avait été regardé dans les modèles, dans les pays ou les provinces où est-ce qu'ils sont appliqués, s'il y a une différence, si c'est comparable avec le Québec au niveau de l'importance économique de la foresterie, que ce soit en termes de pourcentage de PIB, nombre de travailleurs ou de communautés qui dépendent de la forêt. Puis est-ce que ça pourrait être un frein ou ça pourrait venir moduler certains facteurs du modèle à considérer? C'est une bonne question. On n'a pas fait ce comparable-là, mais si on regarde, par exemple, l'Ontario, on sait qu'on est similaire en termes d'importance de la forêt. On se compare souvent, hein, tout le monde, les gens disent la Suède, la Finlande sont donc bons, ils ont donc une productivité importante, mais on oublie tout ce qui est en arrière, effectivement. Donc, nous, on s'est attardé à l'aspect plus gouvernance et les droits de propriété et tout ça, mais ce serait effectivement intéressant. Donc, malheureusement, Maryse, je n'ai pas de réponse, mais peut-être un sujet de maîtrise, éventuellement. Alexis? Bravo pour le recrutement. Marche-tu, ça? Oui. J'aimerais parler de l'Ontario, juste pour une remarque puis une question. La remarque, c'est que je pense qu'on pourrait faire... Il y a quelque chose qu'ils font vraiment bien, qui est vraiment très simple en Ontario, c'est qu'ils ont nommé par des noms les unités d'aménagement. Il me semble qu'au Québec, ça serait bien, au lieu d'avoir des numéros, on s'attache plus, honnêtement, qu'ils ont un nom, je trouve. Ça fait impersonnel, les numéros, puis ça serait bien de les nommer. Ça, c'est une remarque. L'Ontario, en fait, j'aimerais savoir, parce qu'on a quand même eu un mode de gouvernance qui était similaire, qui était le régime des concessions. En quoi le modèle actuel de l'Ontario est différent du régime des concessions? OK, bonne question. Le régime des concessions, quand on remonte à plusieurs années, là, avant 1987, la concession, la façon dont le territoire était défini, les droits étaient exclusifs à l'industrie forestière. Et on avait des baux là, de 99 ans. Donc, c'était géré en fermé. On appelait ça souvent des clubs fermés, là. Donc, c'était vraiment très restreint, objectif matière mineuse. La différence avec l'Ontario, là, on n'est plus sur 99 ans, on est sur des 10 ans.
de plans d'aménagement. Puis il y a une ouverture sur d'autres utilisations. Donc, tu sais, on a critiqué longtemps la concession forestière. On a changé ça pour le modèle des CAF, qui n'était pas quand même si mauvais non plus. Moi, des fois, j'ai quasiment le goût de revenir aux concessions, mais de revoir le principe. Tantôt, je parlais du sentiment d'appartenance. On investit sur un territoire. On sait que c'est nous qui allons revenir récolter dans 25 ans, dans 30 ans. Ça, on l'a perdu, on a déconnecté ça. Puis moi, je suis convaincue que ça fait toute la différence. Donc, l'idée, c'est de peut-être revenir en arrière, mais d'améliorer une concession 2.0 ou 4.0. 4.0. On va prendre une question en ligne. Vas-y. Oui, alors, bonjour, Mme Gélina. Il ne s'agit pas d'une question, mais plutôt d'un commentaire d'un participant en ligne, si vous le permettez. Je vais en faire la lecture. Donc, M. Paul Vizina indique qu'il ne faut pas oublier d'intégrer les besoins des Premières Nations en amont de la planification forestière. Hein. Donc, je ne sais pas si vous avez un commentaire sur ça. Oui, c'est une bonne intervention. Ce qu'on a vu dans les différents modèles, c'est que dans certains cas, la gestion était déléguée à des communautés autochtones. Une fois que le gouvernement a décidé de remettre la responsabilité de la gestion, de l'aménagement, bien là, après ça, c'est l'entité qui détermine. Donc, effectivement, là, l'idée, c'est d'arrêter de faire... Là, on a une planification, nous autres, qui est en... On jeu de ping-pong, là, bien là, l'idée, c'est de la faire en amont, de s'assurer de respecter l'ensemble des attentes, des valeurs d'un territoire, puis de voir comment on peut les intégrer dans la planification. François, dans sa thèse de doctorat, parle de l'alignement des objectifs. Bien, ça peut être des objectifs de l'entreprise, du gouvernement, mais des communautés aussi. Puis donc, l'idée, c'est de faire ça effectivement en amont. Donc, bonne intervention. Merci. Marie-Ève? Oui, moi, je me demandais, on parle de se donner des objectifs. En fait, on s'en est déjà donné. On a une stratégie d'aménagement durable des forêts qui contient la gestion par objectif. Avez-vous regardé si on les applique bien, ces objectifs-là, dans notre régime forestier actuel, dans notre gestion qui est faite? Bonne question. Je ne suis pas la personne bien placée pour répondre à la question, mais... François a le goût de répondre. Moi, j'aurais tendance à dire que non, on ne le fait pas, là, mais je vais laisser François. Lui, il a tout étudié ça en long et en large. Oui, bien, d'abord, là, puis Nancy, tu l'as dit tantôt, on a une multitude de stratégies. Je les ai comptées à un moment donné, je les ai dénombrées. On a à peu près 80 objectifs ou quelque chose qui ressemble à des objectifs. On est rendu à 130, 150 actions. Quand on cumule tout ça, presque pas d'indicateurs et de cibles, évidemment. Donc, poser la question, c'est y répondre. Si on n'a pas de cible, si on n'a pas d'objectif, puis si on a une multitude d'objectifs comme ça, comment est-ce qu'on fait pour mesurer si on les atteint? Bonne chance. Puis peut-être un dernier point, c'est que la stratégie est à l'échelle de la province. Donc, il faut ramener ça dans nos régions. Je sais qu'avec la stratégie nationale de production de bois, c'était le même principe. Il y a eu des grands objectifs, des sous-objectifs. Après ça, l'idée, c'était de ramener ça dans les régions, puis que chaque région ait sa propre stratégie. Je ne sais pas si ça a été fait, mais... je vais prendre une question en ligne. Oui, merci. Alors, une autre question qui provient de M. François Nobert. Donc, la question est la suivante, pardon. L'efficacité de la gouvernance face à des enjeux avec les autres usagers, dont les droits fauniques ou les premiers peuples, peut-elle être mesurée entre les modèles, en durée de règlement ou en résultat? Je pense que les trois échelles de comparaison seraient vraiment intéressantes. Je rappelle, nous, on n'a vraiment pas fait une étude comparative exhaustive. Ça serait le fun de peut-être avoir une étude d'une maîtrise ou un doctorat sur la question, mais effectivement, toutes ces échelles-là pourraient être intéressantes. François, oui, mais je veux juste dire que le modèle scandinave, ils font des sondages. La Société d'État fait des sondages auprès de la population pour voir est-ce qu'on a répondu aux attentes. Puis ils utilisent ça ensuite. Bon, donc l'appréciation, c'est peut-être quelque chose aussi qui nous manque. Là, on a souvent, d'ailleurs, j'ai une étudiante qui fait un doctorat là-dessus sur... l'engagement, la mobilisation de la population envers ce qui se fait en aménagement forestier. Puis ce qu'on se rend compte, c'est le manque d'information. Donc, si on avait plus d'informations, peut-être qu'on suivrait ça de plus près, mais comme on n'en a pas, on réagit puis on intervient peut-être différemment. Jocelyne. Merci, Nancy. C'est très intéressant pour nous aider à réfléchir.
moi, je n'ai pas parfaitement compris quel est le lien entre les industriels de la transformation puis chacun de ces modèles-là. Est-ce qu'en Ontario, ça peut être un industriel qui est le responsable du territoire? Et sinon, dans les autres modèles, comment les autres ils font pour s'assurer de combler les besoins, être pertinents dans le temps pour des approvisionnements et tout ça? C'est la question ligneuse. Hein? La question ligneuse, c'est ça. Mais oui, en Ontario, ça peut être une usine de transformation qui a la responsabilité d'aménager le territoire. Et tous les modèles sont possibles. Je ne sais pas, François, ouais, c'est ça, dans le fond, on crée l'équipe de planification. Bien, il peut y avoir des représentants des différents industriels de transformation au niveau de la récolte, de l'aménagement. Puis dans le modèle néo-zélandais, où il y a une société d'État, mais qui transfère la responsabilité à un autre groupe, bien, ça peut être une usine de transformation, ça peut être une usine, une coop, par exemple, d'aménagement, ça peut être une communauté autochtone, ça peut être une municipalité, donc toutes les options sont... Mais après, c'est quand dans les objectifs, si l'objectif est de la production ligneuse, évidemment, la production, elle doit aller à quelque part, elle doit aller dans nourrir une chaîne de transformation. Mais encore là, j'en profite pour dire que c'est pas merveilleux. Là. On présente ça, mais on ne dit pas qu'un modèle est meilleur que l'autre. C'est sûr qu'ils ont des failles. C'est sûr qu'ils ont des choses à améliorer. On n'est pas rentré là-dedans, mais ça serait peut-être à étudier de ce côté-là. Oui, bonjour. Nancy, félicitations pour votre travail, ton travail. Maxime Langlais, j'ai reçu beaucoup de pression. De la table, vous voulez poser une question? Pour faire une histoire courte, je n'ai pas vraiment de questions. Peut-être que je peux en répondre, humblement. Moi, je suis vice-président pour Produits forestiers résolus en Ontario et aux États-Unis. Je gère les usines de l'Ontario et les usines des États-Unis en Arkansas et en Floride. Puis là, je regardais vos sujets. Ben, moi, j'ai 2 pieds dedans. Fait que là, j'ai eu de la pression de dire Max, vas-y, vas-y. Oui, vas-y. Vous pouvez commenter puis préciser certaines choses. Ben, je vais essayer d'y aller avec ce que je me souviens, mais en Ontario, oui, il y a une licence de 10 ans. Okay? Puis là, j'essaie de ne pas vous faire saliver. Là. Mais, entre autres, il y a des orientations, oui, résolues ou autres compagnies d'Ontario, tu as une licence, puis tu fais l'aménagement du territoire de A à Z. OK? Planification, certain que le gouvernement te donne des orientations. Des grands territoires, tu sais, des orientations sur le territoire, mais après ça, tu suggères ta planification sur 10 ans, puis tu la raffines dans ton allant. Mais à chaque coupe forestière, par petit territoire, il y a des sign-off maps qu'on appelle. Puis, résolu, genre, on fait la planification, on suggère une sign-off map qui est approuvée par le gouvernement. Fait que pas le plan pour l'année au complet. À chaque petit territoire, les petites cartes, les sign-off maps sont approuvées. Puis, il y a différents traitements. Tu peux, dans certains cas, récolter jusque sur le bord du lac. Dans certains cas, tu en laisses plus. Ajuster au contexte. Fait que c'est pas juste un freeway pour 10 ans. Après ça, c'est vraiment géré à la pièce, à la semaine, avec les autorisations de récolte. Fait que c'est pas genre... Non, on a le territoire, on s'en va. Oui, merci pour la précision. On a oublié de le dire, justement, que les plans... il y avait des plans sur une base régulière qui étaient validés par le gouvernement. Ils sont évalués, sont faits par la supervision vraiment sur le terrain, approuvés par du monde de terrain du ministère. Les Premières Nations. En Ontario, on a, si je me souviens, 9 ou 10 mémoires d'entente avec les Premières Nations. Puis vraiment, la connexion est assez grande entre industrie et compagnie. Puis là, 3 semaines, j'étais allé en Ontario, mais on a eu un souper avec les Premières Nations, puis l'entente est, à mon sens, exceptionnelle. Pas parfaite, mais on s'entend, puis on fait des affaires ensemble pour gérer le territoire. Grosse différence avec ce qui se passe au Québec. Merci pour la précision. C'est parfait. Pour les États-Unis, c'est privé. C'est des plantations en passant de pain lobley, shortleaf, longleaf. C'est pas du pain radiata dans ces secteurs-là, mais c'est vraiment privé. C'est vraiment... On récolte, on plante. C'est ça. Puis même, tu sais, on parlait des feux de forêt ici. Là-bas, il y a du brûlage contrôlé. Ils vont brûler après une certaine période pour enlever du combustible.
Fait que c'est des pratiques, là, ils protègent les ressources de toute façon. Fait que c'était juste ça, je n'oublie peut-être, mais... C'est parfait. Si vous avez d'autres questions... Parfait, merci. Ça existe. Oui, ça existe, on est capable. Donc, dans l'exemple des TIMO, aussi, j'ai oublié de mentionner que, bon, comme c'est le retour sur l'investissement, oui, il y a la matière ligneuse, mais il peut aussi y avoir le fond de terre, parce que on sait, quand on regarde un territoire forestier, ce qui prend encore plus de valeur, c'est le fond de terre. Donc, dans certains cas, il va y avoir vente de portions du territoire. Donc, on morcelle le territoire, on vend des portions, puis c'est ça qui vient aussi augmenter beaucoup le rendement des investissements. Je pense qu'il y a une question en ligne. Oui, si vous permettez. Je pense que vos propos génèrent plusieurs questions en ligne. Alors, Marie-Amélie Bélanger indique ceci. Donc, elle mentionne qu'elle a travaillé pour la laine Veste dans le Maine et elle a connu la pression exercée sur le forestier pour obtenir le fameux pourcentage de retour sur investissement voulu, quoique arbitraire. La question qu'elle pose est la suivante. Donc, est-ce que la gestion par une société d'État ne risquerait pas d'être aussi poussée par le pourcentage de retour sur investissement en risquant des impacts sur l'aménagement durable? Bonne question, puis bon commentaire. C'est sûr qu'on l'a dit, il n'y a rien de parfait. Effectivement, la pression est très forte. C'est le retour sur l'investissement, c'est des actionnaires, c'est ça qu'ils attendent. Donc, je m'imagine, je connais une personne qui a travaillé là aussi pendant plusieurs années, puis elle est revenue au Québec parce que c'était pas simple. Quand on parle de société d'État, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de focusser 100% sur la matière ligneuse. On peut décider que les autres ressources sont aussi importantes, puis on veut aussi les aménager. Mais là, comme François l'a mentionné tout à l'heure, on peut fixer des objectifs, mais ça va prendre aussi des cibles à atteindre, des indicateurs pour nous permettre de mesurer l'atteinte de ces objectifs-là, ce qu'on n'a peut-être pas suffisamment présentement. Merci. Si vous permettez, il y aurait une autre question de M. Sylvain Dallaire. Donc, il demande, c'est quoi la différence entre l'Ancien régime au Québec et, je crois, celui en Ontario? Maxime, veux-tu répondre? L'ancien régime, le régime des CAF, dans le fond, Maxime, veux-tu essayer une réponse pour comparer? Tu es mieux placé que moi pour comparer avec l'Ontario, mais dans le fond, les CAF, c'était des superficies de territoire, c'était sur 25 ans. Il y avait plusieurs utilisateurs sur le même territoire. Dans les faits, ça se rapproche. Ça se rapproche. Sauf qu'en Ontario, c'est encore plus près du terrain là, dans le court terme là, pour l'approbation des traitements. C'est sûr qu'on était dans l'attribution de volume, mais dans un... C'est ça. Ça se ressemble beaucoup dans le sens qu'on part de la planification, récolte, préparation de terrain, scarifiage, plantation. Ils font de l'ensemencement par avion, par hélicoptère en Ontario aussi. L'aménagement et la remise en production est très, très poussé. Okay. Mais d'après moi, ça se ressemble. Ça se ressemble. Il y avait une question d'une dame qui... Oh. Cynthia, justement. La dame étant Cynthia Patrick, oui, bonjour. Ayant travaillé avec le METLA là, en Finlande, puis c'est un commentaire un peu pour être positive. En fait, les gens là-bas, ils viennent au Québec pour regarder qu'est-ce qu'on fait parce que là-bas, il y a plusieurs des espèces qui sont en situation précaire sur la liste rouge qui ne sont pas au Québec. Et ils essaient de recréer un peu le type d'aménagement qui laisse du bois mort, qui laisse des îlots de rétention. Chose qu'on fait ici. Donc, peut-être qu'on est toujours un peu dans le négativisme, mais il y a des choses positives, puis on se fait regarder de l'extérieur pour ça, même si c'est une société d'État, il y a quand même, c'est pas parfait non plus en Finlande. Non, effectivement, pour le redit, on n'a pas regardé les points pour, les points contre, on a juste fait dressé un portrait. Encore là, si on évaluait les rendements ou si on évaluait les modèles selon différents critères, peut-être qu'on désenchanterait, mais l'idée, c'est de prendre ces morceaux-là puis de coller ça à notre réalité puis de dire, bien, nous, si on veut axer sur le multiressource, sur l'aménagement intégré, bien, quelle forme ça pourrait prendre chez nous en sachant qu'on veut quand même tirer un certain profit de l'aménagement de nos territoires? Je vais prendre une dernière question. Ben, c'est un commentaire. Puis il y aura peut-être des questions après, mais c'est un commentaire. Le mot rendement sur investissement semble faire peur aux gens. Hydro-Québec a une obligation de rendement sur investissement, mais à ma connaissance, ce n'est pas toutes les rivières au Québec qui sont harnachées. Okay? Puis ils ne seront pas toutes, même si M. Legault a des objectifs de vendre beaucoup d'électricité. On semble vouloir appliquer un modèle
mur à mur, où on pense qu'on va appliquer un modèle mur à mur au Québec avec un rendement sur investissement sur 100 du territoire. Tu sais, on va rentrer dans le même piège qu'on aurait avant. Tu sais, on est en train, on a une cible de protection du territoire de 30 le jour où il sera 35 ou 40 ou 80 comme en Nouvelle-Zélande, peut-on faire du rendement accru ou de l'intensification sur des surfaces avec une obligation de rendement par après? C'était mon commentaire. Évitons le mur à mur. Non, mais tu as entièrement raison. Puis si je n'ai pas été claire là-dessus, je vais leur dire. On ne trouvera pas un modèle, une façon de faire pour tout le Québec. Là. On le sait, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut réfléchir, puis après ça, détricoter tout ça, puis tricoter en fonction des couleurs régionales, ça. Puis, encore une fois, je donne l'exemple du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a encore un projet de Forêt habitée qui veulent mettre de l'avant. Donc, c'est possible que chaque région détermine sa solution, mais encore faut-il qu'il y ait une structure qui nous le permette. Nancy, merci beaucoup, énormément. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît.